Et merci de votre accueil, merci de votre invitation. Je vais essayer d'être à la hauteur de ce que tu as présenté, voilà, sur l'optimisme et surtout sur les solutions. Alors pour me présenter rapidement, j'ai pour particularité de m'être auto-saisi sur une mission, réparer le vivant. Voilà, vous avez devant vous un monsieur bizarre qui, avant même sa sortie d'école, j'ai fait l'agro et une maîtrise de biologie. Je me suis dit qu'il fallait absolument s'occuper du vivant et le réparer. Voilà. Donc c'était dans les années 90. Voilà, j'ai entendu quelqu'un dire faut pas vieillir. Voilà. Très rapidement, dès 2000, je me suis mis à faire du conseil sur des questions de durabilité. À partir de 2007, j'invente un concept qu'on appellera plus tard économie régénérative. Je l'avais appelé économie positive. Et c'était ce que l'homme a détruit, l'homme peut le réparer. On peut détruire le climat et on peut réparer le climat, par exemple. Et écoutez, en 2024, ce livre, 3 solutions pour s'adapter au changement climatique. En 2007, j'osais dire qu'il ne fallait pas parler d'adaptation, que c'était un peu défaitiste. Maintenant, en 2024, la messe est dite, il faut s'adapter. Voilà, on va en parler ensemble pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, vous avez certainement, comme tout le monde, vu ces titres extrêmement sympathiques et pas du tout anxiogènes. Voilà, donc le dernier, c'est celui du Guardian le week-end dernier. Voilà, l'âge des fous. Je ne reviens pas dessus, c'est pas nécessaire, mais effectivement, on peut partager une espèce de lassitude vis-à-vis des alertes et finalement très peu d'action. Donc, je suis un homme d'action, un peu contraint à écrire, parce qu'en France, il faut écrire si on veut agir. Mais vous avez devant vous un acteur, donc je ne suis pas un observateur simplement, je ne suis pas un témoin, je ne suis pas un journaliste ou un enquêteur, je suis un acteur. Et effectivement, j'ai monté plus d'une dizaine de structures, fonds d'investissement, associations, entreprises sur ces sujets. Entendre par là que je suis certainement un des grands témoins sur ces sujets-là. Alors, pour couper court, j'emprunte à un scientifique ces illustrations. Sur la partie gauche, c'est la canicule de 76. Il y a quelques jeunes dans la salle, mais pour la plupart, on a connu cette canicule de 76. Pourquoi je la présente? Parce qu'en juin, enfin encore aujourd'hui, on peut entendre des gens qui vont dire « Bah oui, mais m'embête pas avec la chaleur. » En 76 aussi, on a eu une canicule. Donc on peut constater à l'écran que oui, il y a eu une canicule en 76, mais si on compare à la canicule de juin 2022, on mesure tous que c'est pas la même amplitude. Vous aurez compris que les couleurs matérialisent l'augmentation de température. Et sur la partie de 2022, par rapport à 1976, vous voyez aussi que l'amplitude a sérieusement augmenté de plus de 40%. Donc il a fait beaucoup plus chaud en juin 2022 à l'échelle du globe et c'est un fait. Voilà. Donc, pour tous ceux qui aiment jouer au climato-scepticisme dans les salons, il faudrait discuter avec aujourd'hui les milliers de morts en Afrique, en Asie ou autres, qui sont là pour matérialiser cette réalité. Je vous promets que je vais être positif après. Voilà. Alors concrètement en France, la France, ça reste un pays béni des dieux. Voilà, heureux comme Dieu en France, comme on disait à une certaine époque. La France reste un pays béni des dieux, tempéré, avec des centaines de pays différents. La France subit comme tout le monde un urbanisme. Vous avez à l'écran une représentation de l'emprise des villes sur l'emprise du monde rural. En gros, tout ce qui est jaune ou orange, c'est la ville étendue et tout ce qui est blanc, c'est le reste. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai caricaturalement structuré mon ouvrage entre les villes et le monde rural et c'est ce qu'on va retrouver dans la présentation. En gros, les villes, c'est la moitié de la France. En gros. Au sens emprise au sol. Alors justement,
Voilà une vue satellite que vous avez certainement tous et toutes déjà vue. C'est Paris, entre le parc Monceau et la Seine. Rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, du point de vue climatique, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'îlots de chaleur urbains? Oui, levez la main. Oh là là, mais j'ai affaire à des experts. Bon, donc vous n'aurez aucune surprise. Mon effet de surprise est complètement fait un flop, retentissant, mais j'aurais essayé. Voilà. Donc, vous voyez, les deux photos sont les mêmes. Celle-ci, c'est vue du ciel. Celle-ci, c'est avec la représentation par une caméra thermique de la chaleur. Donc vous retrouvez le parc Monceau en haut, le bleu foncé. Vous retrouvez les Tuileries en bas, le parc des Tuileries en bleu foncé. Et sans surprise, plus c'est rouge foncé, plus il fait chaud. C'est ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains. Donc, si vous demandez pourquoi la rue de Rivoli est moins chère que l'avenue de l'Opéra, bah, vous avez une réponse. Voilà. Donc ça, c'est une réalité toute chose égale par ailleurs. Toute chose égale par ailleurs, parce qu'on a appris à l'école, et on va dire chaque été, on le constate, si vous êtes habillé en blanc versus habillé en noir, bah, vous avez un peu plus ou un peu moins chaud. Voilà, c'est ce qu'on appelle techniquement l'effet d'albédo. Quand vous êtes habillé en noir, 100% du rayonnement est absorbé par la couleur noire, vous avez plus chaud. Quand vous êtes habillé en blanc, 100% du rayonnement est réfléchi. Voilà. Donc cet effet d'albédo, on va le retrouver en conséquence thermique dans les rues. Plus vous avez un rayonnement réfléchi, plus il fera frais. Et à l'inverse, moins le rayonnement est réfléchi, plus il est absorbé, plus il fera chaud, plus donc on aura des effets d'îlots de chaleur urbain. C'est le ICU en haut de la légende. Tout le sujet de mon livre En ville, ça va être comment on va éviter ce que j'appelle ces grippins, donc ces îlots de chaleur urbain. Et évidemment, parce que les ressources financières ne sont pas illimitées, c'est comment on va organiser le renvoi de toute cette énergie dans l'espace avant qu'elle soit transformée. C'est comment on va éviter que les ultraviolets soient transformés en infrarouges, si je suis très schématique. Dans le monde rural, ça va être à peu près la même chose. À gauche, le tournesol, à droite, un blé. On va inventer un effet parasol, c'est le nom que j'ai donné à ces solutions, en mettant par exemple dans un champ des haies ou autre chose. L'idée générique du livre, ça a été d'inventer des solutions dites parasol pour réfléchir au maximum les UV avant qu'ils commencent à se transformer en infrarouge. Ben oui, parce que une des caractéristiques de l'infrarouge, c'est aussi d'avoir une inertie thermique. Ce qu'on appelle l'inertie thermique, c'est la capacité de la matière à rayonner dans la durée la chaleur emmagasinée. C'est ce qui fait, par exemple, qu'en été, le soleil est parti depuis 1, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et on a toujours au sol et dans les murs un rayonnement chaud. On peut toujours se brûler les pieds si on marchait pieds nus avenue de l'Opéra, encore une fois, parce que toute la journée, le rayonnement s'est accumulé dans le bitume, et toute la nuit, la chaleur va être relâchée. On a donc un problème avec les villes qui, globalement, ont modifié l'albédo des territoires urbains qui étaient clairs, verts, et qui ont été finalement foncés, gris foncé, noirs. Une asphalte est souvent noire quand elle est posée. Elle peut devenir grise avec le temps, mais vous comprenez le principe général. Le principe général d'une ville qui n'a pas été pensée, dont l'intention évidemment n'était pas d'affaiblir l'albédo de la ville, mais il se trouve qu'aujourd'hui, dans ce contexte de changement climatique, la ville est globalement noire ou grise foncée, et ce qui va avoir des conséquences avec le climat. Le sujet ou ma proposition de valeur, ça a été de dire on va essayer d'organiser la ville pour que tout ce qu'on voit en rouge foncé là soit le plus possible en bleu.
demain. Et donc on va inventer des solutions parasols. Quand je dis inventer, j'exagère évidemment, on va récupérer des solutions qui existent déjà, qui ont déjà fait leurs preuves, et on va chercher à les installer dans la ville. Tout ça pour limiter évidemment les conséquences sanitaires et sociales, pour limiter les morts, si je suis un peu direct, pour limiter les engorgements des urgences et des hôpitaux, bref, pour assurer la continuité de la vie en ville, malgré les futures conditions climatiques. On va chercher à assurer les conditions de continuité de la production agricole dans le monde rural, là aussi pour éviter l'effet grippe. En termes de construction, la personne que vous avez devant vous est assez en posture basse. Voilà, je n'ai pas la posture de l'expert qui sait tout de manière innée. Et donc pour travailler, on a interviewé à peu près une centaine d'acteurs. Vous en avez quelques-uns à l'écran. Ils sont agriculteurs, ils sont dans la grande distribution, ils sont dans le monde urbain, ils sont dans le financement, ils sont scientifiques, peu importe. C'est un livre qui a été construit en allant à la source des initiatives. Mon objectif était d'assurer la représentativité du propos. Encore une fois, je ne suis pas un expert qui balance des coups ou des flèches en fond de cours. Je suis là pour rendre compte d'une réalité avec des acteurs qui agissent déjà. Alors la ville. Voilà, vous avez ici une photo vue de la Tour Eiffel. Qu'est-ce que c'est qu'une ville? C'est des toits hétérogènes. Si vous regardez, vous avez des toits plats, vous avez des toits en zinc, vous avez des toits en tuiles, vous avez, bref, toute une hétérogénéité de toitures, y compris dans Paris. Et cette hétérogénéité va pouvoir être valorisée pour permettre d'adapter la ville. Par exemple, le bleu. Qu'est-ce que c'est que le bleu? Vous en avez une photo à droite. On va appeler ça des ombrières photovoltaïques. Voilà. Alors évidemment, vous avez déjà tous entendu parler du photovoltaïque comme étant un producteur d'énergie. Donc, je ne vais pas enfoncer une porte ouverte. Évidemment, le panneau photovoltaïque produit l'électricité, waouh. Bon. Comme tout le monde le sait, ce n'est pas là-dessus que je vais prendre la parole. Je vais prendre la parole sur le fait que le panneau solaire photovoltaïque est une ombrière. Eh bien oui, l'énergie qui tombe sur le panneau solaire va être convertie en électrons pour à peu près 25%. Il n'en reste plus que 75% pour réchauffer. Et comme le panneau solaire est placé de 30 cm à 70 cm au-dessus du toit, en fait, c'est comme une double peau qui permet à la toiture d'éviter de se réchauffer. Et du coup, les habitants en dessous se porteront mieux. Ça permettra de protéger les habitants, ça permettra de soulager les réseaux électriques parce qu'on aura moins besoin de climatiser tout en étant tout à fait intéressant. Il y a un modèle économique derrière les panneaux solaires. Évidemment, on le sait tous, ce n'est pas pour tous les toits parce qu'un panneau solaire, ça pèse lourd. Il faut une bonne exposition. On ne va pas mettre un panneau solaire plein nord à l'ombre. On a dimensionné les coûts. J'ai dimensionné les coûts. On parle de 30 à 60 milliards d'euros entre un scénario bas et un scénario haut, selon les scénarios de RTE, vous savez, la filiale du groupe EDF spécialisée dans les réseaux. Et il se trouve que RTE a réalisé des scénarios de développement de l'électricité pour les années à venir. Donc je me suis appuyé sur ces scénarios pour pouvoir modéliser le déploiement de ces ombrières photovoltaïques. Et vous l'avez compris, ce n'est pas mettre des panneaux photovoltaïques sur toutes les toitures. L'ordre de grandeur qu'il faut retenir, c'est à peu près 20%. On peut mettre des panneaux solaires photovoltaïques en ombrière sur à peu près 20% des toitures. Pourquoi ? Entre celles qui sont à l'ombre, entre celles qui sont trop pentues, entre celles qui sont incapables de supporter le poids, etc., etc. L'hypothèse retenue, c'est 20%. Mais on a déjà des solutions pour 20% des toitures, c'est pas mal. Et il se trouve que la ville de Paris a retenu ce chiffre dans son célèbre rapport 50 degrés. Deuxième solution, le blanc. Alors je vais utiliser un terme anglais, ils appellent ça le cool roofing.
Vous voyez une photo à droite d'un monsieur qui est en train de peindre en blanc une toiture. Vous mesurez tout de suite la différence d'albédo. Hein, le monsieur marche sur le toit avant la peinture. On voit bien qu'après la peinture, l'énergie va être réfléchie. Les acteurs du bâtiment avec qui on a discuté, avec qui j'ai discuté, étaient unanimes. Encore une fois, je vais citer une phrase en bon français. C'est un no-brainer. No-brainer, comprenne qui pourra, ça veut dire on n'a pas besoin de réfléchir, il faut y aller. Voilà. Ça permet de protéger les habitants. Au passage, ça améliore la durée de vie de la toiture. Bah oui, parce que un toit qui est chauffé à 100 degrés, bah, excusez-moi, mais il prend cher. Voilà. Et petit clin d'œil aussi, petit conseil, du coup, quand j'ai dû repeindre mes volets, j'ai choisi une couleur claire. Bah oui, parce que les volets qui chauffent à 100 degrés tous les étés, bah, ça grille le bois, ça grille la peinture, etc. Donc voilà pourquoi beaucoup de volets sont en blanc. Évidemment, vous l'aviez tous compris, mais moi j'ai mis un peu de temps à le comprendre, donc je le partage avec vous. Voilà. Mais c'est une blague, mais en fait, quand vous voyez le nombre de toitures qui sont aujourd'hui noires ou gris foncé, quand vous voyez le nombre de volets ou de façades qui sont noirs ou gris foncé, bah, en fait, je suis loin d'être le seul à être très con, si vous me permettez l'expression. Voilà. Donc on a une marge de manœuvre là-dessus. Après, il y a un sujet. Effectivement, ça change significativement le patrimoine. Les toits de Paris tout blancs versus les toits de Paris en zinc. On va avoir un débat avec les architectes des bâtiments de France, entendre que ça doit être géré au niveau des ministères. Les ABF n'ont pas leur mot à dire, ou si peu. C'est bien le ministère de la Culture qui doit traiter ce cas et s'entendre avec le ministère de la Transition pour permettre aux habitants soit d'éviter d'une climatisation qui n'est pas très soutenable, soit de griller dans leur appartement. Voilà. Il y a peu d'entretien, même s'il y a de l'entretien, comme tout toit, il faut le laver. Alors, en scénario ou scénario bas, un des gros travaux que j'ai dû faire avec les équipes, ça a été de passer à l'échelle. Donc si on passe à l'échelle, si on modélise, je vous passe les détails, l'ordre de grandeur à l'échelle du pays, c'est 3 à 6 milliards d'euros. Voilà. Évidemment, ce n'est pas sur toutes les toitures, ce n'est pas possible non plus. Encore une fois, pour des questions de pente, pour des questions, plein de questions, mais retenons qu'il y a quelques pourcents qui peuvent être équipés en cool roofing. Il y a plein de vertus, notamment celle d'augmenter la durée de vie des toitures, et l'ordre de grandeur, c'est 3 à 6 milliards d'euros. Alors 3 à 6 milliards d'euros, en gros, c'est 2 fois moins que le ministère de la Justice si on prend 6 milliards d'euros. Troisième couleur dans la ville, c'est le vert. Alors le vert, je vous dis tout de suite, on a un peu souffert. Voilà, quand on s'est posé la question avec les uns et les autres. Tout le monde était d'accord pour parler des toitures végétales. Mais là, en tant que biologiste, en tant qu'agronome, les racines, c'est très sympa, mais vaut mieux éviter sur des maisons. Voilà. Sauf si vous avez absolument envie de détruire votre capital. Bon, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup comme ça. Donc un sujet de la plante, c'est que c'est merveilleux, sauf que les racines ou même les tiges détruisent énormément. Qui n'a pas eu à gérer une gouttière explosée par la glycine ? Voilà, lève la main. Voilà, une glycine, ça vous tord une barre en acier de 10 cm de diamètre. Un lierre, ça vous casse à peu près tout sur une façade. Bref, c'est un biologiste qui dit qu'il va mettre des ombrières végétales, donc attention les yeux. Donc on a construit ce que vous voyez à l'image, c'est un dessin qu'on a fait faire, ce sont des ombrières du type glycine justement ou vigne, qui sont dans des pots posés sur la voirie, bah oui, pour éviter que les racines vous cassent les réseaux, pour que vous ayez encore du gaz ou de l'eau dans vos maisons, qui sont à 3-4 mètres de haut pour que les camions de pompiers puissent passer dans les rues. Donc là on l'a dimensionné en budget. Et là, c'est entre 6 et 14 milliards d'euros à l'échelle du pays pour équiper les rues moyennes. Excusez-moi de l'expression, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on a fait plein d'approximations pour arriver à modéliser tout ça.
l'objectif était de garantir le plus possible de protection au plus possible de voirie. Là, je vous ai présenté ce qui était prévu pour le monde urbain. Ce qu'on peut en retenir, c'est que ce sont des solutions qui sont pas du tout à haute technologie. On appelle ça des solutions de basse technologie. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que si on a à faire face à des pointes à 50 degrés pendant plusieurs jours, à Paris, et c'est de ça dont on parle, c'est pas très compatible avec le digital. Voilà, vous savez, quand vous recevez cet objet, vous avez une notice qui vous dit au-delà de 40 degrés, on garantit plus rien. Donc on a un sujet, j'adore la technologie comme tout le monde, voilà, c'est merveilleux, mais ça résiste pas très bien à la chaleur. Et donc, un des points d'attention que j'ai eu, c'est de surtout proposer des choses qui résistent à des hautes températures. Ça va être le cas aussi sur le monde rural. Donc, je vais vous proposer du bleu, du blanc et du vert. Alors déjà, une photo. Une petite question sur cette photo. À votre avis... Ah ben non, j'ai mis le titre. Donc, ma question tombe à l'eau. Donc voilà, vous savez que c'est dans le Grand Est et dans la Champagne-Créeuse. J'ai loupé mon effet. Mais est-ce que vous avez en tête qu'en France, on peut avoir ce paysage-là? Voilà. Donc on est en terre rurale, on est dans la Champagne-Créeuse, donc c'est le Grand Est, autour de Chalon-sur-Marne. Vous voyez, il y a beaucoup d'arbres, donc plein d'espace pour faire des ombrages pour les champs, plein d'arbres pour couper les vents des séchants, et plein d'eau pour irriguer ces champs lors des sécheresses. Et non, on l'a sous les yeux, à l'inverse, on a laissé les champs à nu, totalement exposés au rayonnement du grille-pain. Donc nous, qu'est-ce qu'on va proposer ? Qu'est-ce que je vais proposer ? Qu'est-ce que j'assume de proposer ? Le bleu, on va rejouer les ombrières photovoltaïques, et cette fois-ci, adapté au monde rural. Comme vous le voyez sur l'illustration, et on aurait pu mettre des photos, ce sont des ombrières mises à 6 mètres de haut, c'est même un décret d'application, 6 mètres de haut pour les ombrières, avec à peu près 45% de couverture de la terre agricole. Oui, parce qu'il faut quand même un peu de lumière pour que la plante pousse. Vous en avez une représentation illustrée à droite, l'objectif étant d'éviter l'effet grille-pain sur les cultures. Ce sont des vignes, ça pourrait être du blé. L'objectif, c'est vraiment de protéger les cultures. Protéger. Oui, parce que nous, quand on grille, vous, moi, qu'est-ce qu'on fait ? On marche et on va se mettre à l'ombre. Si on ferme les yeux 2 secondes, on se met à la place d'un pied de vigne ou d'un pied de blé, il ne peut pas remonter ses racines et aller se mettre à l'ombre. Il est exposé au soleil et il doit survivre malgré ce soleil. C'est extrêmement dangereux, avec le changement climatique qui arrive, de laisser nos cultures agricoles sans protection. Je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous avaient traversé la France à l'été 22. J'avais fait cette grande migration estivale avec les enfants, et j'ai gravé dans ma tête des champs de maïs noirs, grillés sur pied. J'ai dans ma tête des champs de tournesol noirs, grillés sur pied. Est-ce qu'on peut laisser faire ça ? Ma réponse, c'est non. Est-ce qu'on peut anticiper ? Ma réponse, c'est on doit anticiper parce que ces protections mettent des dizaines d'années à être installées. Sur les ombrières, là aussi, on a dimensionné les prix. Il y a beaucoup de surface. On s'est aussi appuyé sur les scénarios RTE. On a des ordres de grandeur. Selon votre technicité sur l'énergie, ça vous parlera ou pas. C'est extrêmement significatif, c'est extrêmement ambitieux en termes de puissance installée. On parle de 30 à 90 gigawatts. Mais ça ne représente au mieux que 1% de la surface agricole utile.
Alors, pour les plus taquins d'entre vous, et je suis sûr qu'ils existent, vous allez me dire, mais tu te moques de nous. Tu prétends protéger l'agriculture française avec 1% de la surface agricole. Tu te racontes des histoires, tu te fous de nous. Alors comme absolument pas, je vais tout de suite répondre à la question. Avec un gros clin d'œil, on a abordé tout à l'heure la question des îlots de chaleur urbain. Eh ben, je suis d'une effronterie incroyable. J'ai appelé ça les îlots de fraîcheur rurale. Voilà. Waouh. Alors, l'idée étant d'avoir des petits îlots de protection, de ressourcement pour la vie, pour l'eau, de telle sorte que les canicules vont peut-être griller autour, mais quand la canicule arrêtera, il y aura encore des espaces sources de vie, source pour repartir, source de graines, source de vivants. Voilà. Et je suis sûr que vous avez comme moi en tête des exemples en France ou ailleurs, pendant les canicules, vous voyez les animaux, les oiseaux, moutons ou autres, qui vont se mettre sous les pierres, qui vont se mettre sous les arbres, qui vont se blottir et se protéger. Donc il faut leur créer des espaces de protection, parce qu'ils n'ont pas de maison. Donc on leur crée des espaces de protection sur 1% de la surface agricole utile, de telle sorte que quand le pire sera passé, ça redémarre. Alors le blanc ici, évidemment, ça ne va pas être à la campagne du cool roofing. On ne va pas peindre en blanc les terres agricoles, ça serait un peu crétin. Qu'est-ce que le vivant? C'est de l'eau. Voilà, là encore, j'ouvre une porte ouverte. Nous sommes constitués à 98% d'eau, une plante est constituée à 98% d'eau, l'eau c'est la vie, bref. Donc il va falloir inverser ce que l'homme a fait depuis à peu près 4 siècles. Qu'est-ce que l'homme a fait depuis à peu près 4 siècles? Il a asséché, drainé le territoire. Voilà. Vous vous souvenez peut-être de la carte de France de l'époque de Louis XIV, il y avait des marais partout. Voilà, les marais qui tuaient avec les fièvres. Donc la France a travaillé, les moines cisterciens ont travaillé, la France s'est battue pour assainir le territoire. Ça a été un travail colossal qu'on peut saluer, mais une des conséquences de tout ça, c'est qu'une partie de l'inertie hydrique des réseaux a disparu. Voilà, à force d'avoir asséché et drainé, quand il fait sec, quand il fait chaud, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Mais il n'y a plus d'eau du tout. Voilà. Donc on le comprend un peu tard, mais on le comprend, ça c'est la bonne nouvelle. Voilà, on le comprend. Et donc comme l'homme, depuis effectivement l'ordre cistercien, c'est mon échelle de temps, on a le droit d'en discuter, je ne suis pas historien, mais j'aime beaucoup les cisterciens, je les ai beaucoup étudiés, donc je sais à quel point on leur doit beaucoup de choses. Donc depuis l'ordre des cisterciens, au moins, on a beaucoup drainé. Et évidemment, les 60 dernières années ont été une accélération dans ce drainage des zones humides. Le corollaire, c'est qu'on n'a plus d'eau quand il fait sec. Et comme il va faire de plus en plus sec, on a intérêt à recréer des zones humides. Attention, ce ne sera pas Sainte-Soline. Je précise à toutes celles et ceux qui auraient envie de mettre ma tête sur une pique parce que j'ai osé parler de retenue collinaire, on ne va pas du tout être dans les mêmes ordres de grandeur. On va s'appliquer à s'inspirer très largement des grandes pratiques, j'allais dire séculaires du monde entier, qui consistent à mettre des petits godets dans le sens de la pente, le petit godet pouvant faire 1 mètre de diamètre ou quelques dizaines de mètres de diamètre, l'objectif étant de retenir les pluies quand celles-ci tombent. Voilà. Parce qu'une des conséquences du changement climatique, qu'on peut tous mesurer, attention, c'est qu'il pleut, sauf en ce moment, mais il pleuvra, futur, il pleuvra autant, mais sur des périodes beaucoup plus concentrées. Tous les scénarios du GIEC sont assez unanimes là-dessus. Donc, à Caen, il pleuvait 950 mm pendant 8 mois, enfin répartis sur 8 mois, sauf cette année, encore cette année. Il est modélisé que demain, il pleuvra 950 mm en 3 pluies d'orage. 3 pluies d'orage. Ça fait des grosses pluies d'orage, mais si elles tombent sur un sol très sec,
elles vont directement à la mer. Pour celles et ceux qui connaissent le Maghreb ou le Mashrek, vous voyez de quoi je veux parler. L'oued, pourquoi un oued est un oued et pas une rivière? C'est parce que les sols sont tellement secs en amont que quand il pleut, tout part à la mer. Nous avons des rivières parce que nous avons des sols qui sont encore assez riches en matière organique et nous avons encore un territoire assez organisé. Il faut s'y prendre, il faut s'y mettre un peu, il faut changer radicalement les choses pour remettre des retenues collinaires un peu partout. Alors on est en France, ça reste payant, hein, donc l'agriculteur qui créera sa retenue collinaire devra quand même payer l'État pour pouvoir consommer l'eau qu'il aura stockée, mais au moins il pourra produire, il pourra continuer à produire. Voilà une photo. Voilà, ça ressemble à ça, donc on est très loin de Sainte-Soline, mais il y a quand même un travail de terrassement, etc., etc. L'idée qu'on a en ordre de grandeur, c'est à peu près ça, 7500 mètres carrés, donc c'est pas un petit godet, c'est 4 mètres de profondeur, donc c'est pas une flaque. Ça permet quand même de stocker 30 000 mètres cubes. C'est pas mal, et il faut voir ça à l'échelle du territoire, multiplié, ça veut dire que vous avez la capacité de refaire vivre des cultures, de faire vivre des écosystèmes, alors même que dehors, ça tape. Là aussi, on a dimensionné entre 20 et 24 milliards d'euros. Encore une fois, du point de vue historique et géographique duquel je me place, c'est recréer des conditions, des cycles hydrologiques qui préexistaient avant les grandes révolutions industrielles et agricoles. Le troisième sujet, ça va être l'agroforesterie, le vert dans le monde rural. Qu'est-ce que c'est l'agroforesterie? Alors, ce n'est pas un gros mot déjà, voilà. C'est un terme technique qui consiste à revenir, de manière un peu moderne, mais à revenir quand même à de l'agropastoralisme ou à du paysage de bocage. Voilà. Vous connaissez le paysage de bocage? C'est des prairies ou des champs avec une haie autour du champ. Voilà. Jusqu'en 1950, avant le remembrement, la France n'était qu'un territoire de bocage. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de pétrole et pas beaucoup de gaz pour se chauffer. Et donc, si les paysans, et d'une manière générale, si les habitants n'avaient pas la coupe du bocage pour se chauffer, ils tombaient malades en hiver. Voilà, pour ne pas dire plus. Donc, entendre par là que le bocage était à la fois de quoi nourrir les animaux en cas de sécheresse en été, mais surtout de quoi se chauffer en hiver. Avec l'arrivée des carburants fossiles, des chaudières au gaz, des chaudières au fioul, qui étaient quand même nettement moins contraignants que de mettre des bûches, tout ça s'est passé, c'était ringardisé. L'usage du bocage d'une nécessité impérieuse est devenu une contrainte, parce qu'il faut quand même tailler. Alors si tu tailles pour nourrir tes vaches ou si tu tailles pour te chauffer, ça se justifie. Si tu n'as plus besoin de tailler pour te chauffer, qu'est-ce que tu vas t'embêter à maintenir une haie? Donc un coup de bulle, le bulle c'est le bulldozer, un coup de bulldozer était quand même beaucoup plus simple. Mais là encore, tout allait bien avant le réchauffement climatique. Avec un réchauffement climatique, nos plantes ont besoin d'ombre. C'est quand même sympa d'avoir un arbre qui fait de l'ombre pour la vache ou le mouton, qui fait de l'ombre pour le blé ou le maïs. Donc le sujet, c'est bien de recréer des conditions de protection des cultures en réinstallant l'arbre autour de celle-ci. Alors certes, pas tout à fait comme le bocage des années 20, parce qu'il va falloir que ce soit adapté à la machine. Vous avez vu sur l'illustration qu'on a faite, une moissonneuse-batteuse, les lignes de l'agroforesterie, les lignes du bocage, permettent à la machine de passer. C'est absolument essentiel, ce n'est pas le bocage des années gauloises, si je suis très très caricatural, c'est un bocage moderne qui va permettre aux machines et à l'agriculteur de garder sa productivité et son efficacité. On a dimensionné là aussi les coûts, scénario bas, scénario haut. Sur cette technologie-là,
déjà, vous êtes tous d'accord avec moi que ce n'est pas une technologie que j'ai inventée. Voilà. Comme le panneau solaire, vous allez me dire, ou comme la peinture blanche, ou comme les retenues collinaires. Mais oui, en plus, celle-ci, l'arbre, il a des centaines de millions d'années, donc on est assez à l'aise sur sa culture et sur sa résistance. Alors tous ces chiffres, ils donnent quoi? C'est 300 milliards d'euros pour adapter la France au changement climatique d'ici 2050, c'est-à-dire 15 euros par Français et par mois. C'est à la fois rien du tout et beaucoup. Et c'est 300 milliards d'euros pour éviter énormément de difficultés. Et ces 300 milliards d'euros qui, en grande partie, peuvent s'autofinancer, que ce soit par la vente d'électricité ou la vente des coproduits des arbres, que ce soit par l'économie des toitures dont on augmentera la durée de vie, etc., etc. Vous l'aurez compris, ma singularité, ma particularité, c'est de présenter des choses concrètes, tangibles, directement applicables, source d'emploi, source de modèle économique, donc de rémunération pour les territoires. L'idée aussi, c'est de dire que tout ça, ça ne se fera pas par injonction gouvernementale. Et à l'inverse, pas simplement par décision d'entreprise ou d'individu. On doit tous s'y mettre ensemble. Un arbre, ça ne pousse pas en 2 jours. Un arbre, ça pousse en 10, 15 ans. Un panneau photovoltaïque, ça va plus vite. Mais si on doit couvrir 1% des surfaces françaises, ça ne va pas se faire en un ou 2 jours. Les retenues collinaires, parce que c'est soumis à réglementation, ça ne va pas se faire en 1 ou 2 jours. Je dirais, et ça sera ma conclusion avant de vous donner la parole pour les questions, on vit quand même une époque formidable, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à mettre en place pour faire face à ce changement climatique et qui ont du sens pour nos territoires, pour nos enfants et pour notre avenir. Voilà. C'est mon message d'espoir. On vit une époque formidable et on a plein de choses à faire. Merci à vous. Pour cet exposé. À chaque rubrique, vous avez donné une fourchette qui allait de 20 à 60, de 20 à 60, enfin peu importe. Et là, à la fin, vous concluez par 300 milliards, mais il y a aussi une fourchette là sur ce prix-là. Oui, bien sûr. Oui, là, c'est entre combien 150 et 300, je crois. Je me tourne vers mon collègue, mais entre 150 et 300, selon qu'on ait accumulé tous les scénarios bas ou tous les scénarios hauts. Et là, j'ai pris l'accumulation des scénarios hauts. Oui. Question, quel est, à votre avis, le niveau de consensus que vous allez pouvoir développer ou acquérir, en fait, hein, c'est-à-dire que la puissance de conviction de cet exposé, est-ce qu'elle passera bien? Est-ce qu'elle, dans le monde agricole, par exemple? Alors. Merci. Très bien. Alors là, c'est une question qui va me demander un peu plus de développement. Voilà, si vous me permettez. Et si je commence par le meilleur, la question et ma posture, ça va être de travailler sur ce qui nous rassemble, travailler sur ce qui nous unit, alors que la tendance, c'est de tout faire pour nous séparer, nous diviser. Voilà. Donc, est-ce qu'on a envie encore d'avoir un projet commun? Est-ce qu'on a envie encore de faire nation? Je postule que oui. Et je vais tout faire pour cela, c'est-à-dire travailler sur tout ce qui nous rassemble et tout ce qui fait qu'on a encore sens à travailler sur le bien commun. Je suis tout à fait conscient que les forces dominantes sont exactement à l'opposé de ça, que c'est d'autant plus rémunérateur qu'on crée de la division, voilà. Et j'ai en tête ce personnage que vous connaissez tous d'Astérix sur fond vert, la zizanie, hein, ce personnage tellement sympathique. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est un livre politique, au sens premier du terme, sur le fait qu'il faut qu'on se mobilise tous contre les chemises brunes, contre ceux qui font leur beurre de la division et de l'exclusion.
On a besoin d'un projet commun rassembleur. Et ben, ce projet commun rassembleur sur des bases rassembleuses qui sont des bases scientifiques, voilà, je le propose. L'objectif étant d'être à la hauteur de ceux qui nous ont légué le pays, voilà, de ceux qui nous ont légué la chance de vivre ici. Et c'est le projet que je porte. Essayons d'être à la hauteur de ces gens, peu importe que ce soit Buffon, que ce soit Lamarck ou autre, peu importe les noms qu'on idéalise ou qu'on respecte, on a la chance, par exemple, d'être ici, voilà, avec des très beaux noms. On a la chance de discuter ensemble. On sait que dans certains pays, ça devient de plus en plus difficile. Voilà. Donc je ne me fais pas beaucoup d'illusions, mais je sais que si je ne joue pas gagnant, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Vous avez dit qu'il fallait payer 300 milliards d'euros par Français. C'est maintenant ou ce sera en 2050? Alors, c'était 15 euros par Français et par mois, et c'est dès maintenant jusqu'en 2050. Ce qui aboutit, si tu additionnes tout ça, ça aboutit à 300 milliards d'euros au total entre 2025 et 2050. Et pour donner des comparables, c'est entre le ministère de l'Agriculture, c'est l'équivalent en fourchette basse du ministère de l'Agriculture annuel et en fourchette haute du ministère de la Justice annuel. Voilà. Donc ce sont des ordres de grandeur d'investissement qu'un gouvernement comme la France sait faire. Et d'autant plus qu'une bonne partie de ces investissements seront à faire par le privé. Voilà. Le cool roofing, ça appartient à l'immeuble, c'est du privé. L'ombrière photovoltaïque, c'est sur le privé. Voilà. Donc on a quand même là aussi une bonne raison de vouloir travailler ensemble, parce que ça ne sera pas que du financement ou public ou privé. Et merci de ta question, parce que tout ce que je fais, je le fais pour toi. Moi, j'aurais quelques points à vous poser. Lorsque vous avez présenté les panneaux photovoltaïques en milieu rural, il y a quand même une ombre portée non négligeable sur les végétaux. Or, les végétaux ont besoin de l'ensoleillement pour faire leur photosynthèse. Alors, comment ces végétaux qui seront sous panneaux pourront se développer correctement et produire ? La deuxième chose, c'est lorsque vous parlez de ces petites réserves d'eau qui évidemment sont dispersées dans l'espace, on comprend bien, il y a quand même, du fait de l'intensité thermique, il y a quand même une évaporation non négligeable de la surface. Donc il va y avoir une diminution non négligeable des millions de mètres cubes que vous évoquez. Et en ce qui concerne l'agroforesterie, on peut aller encore plus loin. Je pensais l'exemple, par exemple, des cacaoyères. Alors évidemment, ce n'est pas en France, enfin sinon c'est en Martinique, en Outre-mer, où on va beaucoup plus loin. Avant, on dénudait complètement le terrain pour planter les cacaoyers. Aujourd'hui, on élague légèrement en milieu forestier des petites trouées, mais très petites, pour mettre le cacao. Et à ce moment-là, on a une vraie agroforesterie. Et on peut aller très loin comme ça. Et on s'est aperçu que la qualité des cabosses était meilleure dans ce système de culture. Merci de vos questions. Alors, la première, effectivement, il y a un rapport de l'INRAE, donc l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale, qui était très largement à charge des ombrières, des panneaux photovoltaïques du point de vue de la production électrique. Et ce qui est tout à fait signifiant, c'est que c'était un rapport qui n'intégrait pas du tout le changement climatique. Et donc c'était toute chose égale par ailleurs, comme si on était dans les années 80. Ça raconte plein de choses, mais ça répond pas au sujet. Voilà. Donc oui, vous avez raison, et c'est pour ça, oui, il y a une ombre portée. Et c'est pour ça que je recommande 45% maximum de photovoltaïque sur une parcelle, parce qu'avec l'ombre portée, finalement, on protège suffisamment la plante tout en lui laissant suffisamment d'énergie. C'est ce mix-là pour essayer de préserver de l'effet grippin.
Donc, quand je dis 45, évidemment, entre les prairies autour de Dunkerque et les prairies autour de Marseille, voilà, on nuancera, mais ça donne un ordre de grandeur. Encore une fois, c'est bien avoir en tête, je ne regarde pas le panneau solaire comme un producteur d'énergie. Ça, c'est un side effect, un effet positif secondaire. Je le regarde comme étant une ombrière. Et là, oui, j'ai besoin de créer une ombre. Voilà. Ça, c'est la première question qui est évidemment pertinente et qui demande de toute façon à être adaptée. La deuxième, sur l'évapotranspiration, enfin sur l'évaporation des retenues collinaires, c'est un sujet qu'on n'a pas du tout édulcoré. Jean Jouzel dit que c'est 1 degré de plus, c'est 7% d'évaporation en plus. Donc c'est pas du tout anecdotique. On a plusieurs manières d'y répondre. La première, celle que j'écris dans le bouquin, c'est mettre des arbres autour. Comme ça, l'effet grille-pain d'un air très sec qui viendrait arracher de l'eau en passant est relativement préservé. Une deuxième, c'est de mettre des panneaux solaires flottants. Voilà, mais il y a les oiseaux qui font caca dessus, c'est moins pratique. Voilà, excusez-moi de dire ça, mais voilà, il n'y a rien de plus sympa qu'un panneau solaire sur l'eau pour les hérons. Donc, ils aiment ça, mais bon, c'est moins facile à nettoyer. Troisième solution qu'on voit beaucoup dans les pays américains ou australiens, c'est des billes. Donc ils mettent des billes, mais là c'est pas bon pour la biodiversité. Voilà. Donc on voit qu'on n'a pas encore trouvé tout à fait la solution, mais on y réfléchit. Voilà. Le troisième sujet qui était l'agroforesterie. Alors il se trouve qu'on vient de finir une mission en Côte d'Ivoire sur le cacao. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est malheureusement, il n'y a plus de forêt. Voilà, donc en fait, quand on travaille sur l'agroforesterie du cacao, on est en Martinique, ce que vous dites est encore jouable, mais quand vous êtes en Côte d'Ivoire, ça m'a fait pleurer, je le partage avec vous. La Côte d'Ivoire de Jane Goodall avec les chimpanzés n'existe plus. Voilà, 98% de la forêt n'existe plus, et donc on ne peut plus imaginer créer un trou dans la forêt pour mettre un arbre. Il n'y a plus d'arbres, donc on a mis des cacaos qui sont en train de crever parce que justement il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'engrais. Et du coup, il y a eu une démarche pour essayer de mettre des arbres autour, pour essayer de les protéger. Voilà de manière très rapide, évidemment, les réponses à vos questions si pertinentes. Merci. Bonsoir, merci, c'était bien intéressant et très séduisant. Et comment est-ce que vos propositions sont reçues par les pouvoirs publics? C'est l'affaire de tous, mais enfin, ils sont quand même concernés au premier rang. Bah écoutez, pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai envoyé des livres, parce que tout ça, ça s'inscrit avant publication du 4e plan national d'adaptation au changement climatique qui devrait être publié. Je n'ose pas donner de date. Voilà. Voilà, je me suis mis une pression colossale pour finir ce bouquin avant le PNAC, et puis maintenant il n'y a plus de date. Le PNAC, Plan national d'adaptation au changement climatique. Ce que je peux vous dire, c'est que le livre a été envoyé au Premier ministre, au service du Sénat, de l'Assemblée nationale, aux ministres concernés. Voilà. En Sachem aussi? Le grand Sachem, c'est prévu, c'est pas encore fait. J'ai la main qui tremble sur la dédicace. Voilà. Mais je vais y arriver, je vais dépasser ce frein cognitif et je vais y arriver. Voilà. Merci encore pour votre conférence. J'aurais une petite question concernant les retenues collinaires. Vous disiez compter sur les précipitations pour remplir ces retenues collinaires. Et vous avez donné comme contre-exemple le cas de la méga-bassine de Saint-Soline. Ma question étant, au-delà de la question de l'évaporation, qui va rester importante, comptez-vous également sur le prélèvement d'eau dans les différentes nappes phréatiques pour remplir en surface ces différentes retenues collinaires? Ensuite, ces retenues collinaires vont-elles être complètement étanches ou vont-elles rester en partie poreuses? Parce que si on compte seulement sur les précipitations, je suppose que ces précipitations n'iront plus dans les nappes phréatiques et pourraient créer en partie certaines sécheresses en aval, ailleurs en France, peut-être assécher d'autres terrains
qui comptaient sur ces réserves d'eau dans les nappes phréatiques. Et une deuxième question en même temps, ces réserves d'eau ne généreraient-elles pas en même temps des développements parfois de micro-organismes dans ces bassines par effet de stagnation et qui seront ensuite répandus dans les champs, dans notre nourriture à venir? Je vous remercie. Ouais. Alors, sur la partie, donc déjà en back to basics, il n'y a pas des nappes phréatiques partout, comme vous le savez. Donc un des sujets, c'est déjà d'organiser le ralentissement de la fuite d'eau. Voilà. Deuxièmement, j'ai pas de certitude absolue. En tout cas, ça peut pas être un standard d'avoir des retenues isolées. Voilà, ça peut pas être un standard en fonction des territoires et des machins. Il faut que dans certains cas, là, il y a une subsidiarité qui doit avoir lieu, c'est-à-dire que ça devrait être une espèce de comité de l'eau ultra local qui devrait décider de la bonne allocation des ressources, parce que peut-être que sur cette pente du bassin versant, il faudra quelque chose de surtout pas isolé. Il faudra que ça puisse descendre. Alors que de l'autre côté du bassin versant, au contraire, il faudra que... Voilà. Ce qui est très important, c'est d'éviter le côté une taille pour tous. Donc il ne s'agit pas de définir un format qui irait, quelle que soit la pédo et quelle que soit la géologie. L'objectif, voilà, c'est de s'adapter, mais surtout de remettre le sujet de l'eau dans le débat, puisqu'on a tous été traumatisés par Sivins et par Sainte-Soline. En tout cas, moi, j'ai été traumatisé par ces événements-là. À double titre. Un, le traumatisme de la violence et des morts à Sivins, mais aussi l'inertie cognitive que ça a déclenché. Voilà. Donc, et cette inertie cognitive, elle aura des conséquences dramatiques sur le vivant. Je ne parle même pas de l'agriculture, je parle même du vivant tout court. Si on veut arriver à la Mauritanie, j'adore la Mauritanie, mais c'est un peu dur au niveau du vivant, on sait qu'on y va, donc il faut résister. Enfin, il faut rentrer. Voilà. Donc je ne prétends pas avoir les solutions, toutes les solutions en tout cas. Ce que je peux vous dire sur l'eau, c'est qu'on a bien galéré au niveau de la recherche d'informations. On a eu beaucoup moins d'informations que sur les autres sujets. Voilà, donc on a eu une quarantaine d'entretiens dans toute la France, au-delà. On a eu assez peu de compétences, au sens compétences pour ce sujet. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on réouvre la porte. L'objectif, comme vous disiez, monsieur, c'est d'adresser le sujet au plus haut niveau de l'État. Et moi, ce que je sais, je ne sais pas plein de choses, mais il y a une certitude, c'est qu'on va avoir un changement climatique auquel on va devoir s'adapter, et que là, quasiment personne n'adresse le sujet. Voilà. Et qu'on ne le fera pas sans eau. Mais un arbre, ça ne pousse pas sans eau. Nous, individuellement, si on ne peut pas boire, on tient 3 jours. Une tomate, si elle ne peut pas boire, elle ne tient même pas 3 jours. Voilà. Donc comment on s'organise, c'est le sujet. On a essayé de faire les choses avec honnêteté dans le livre, en fonction des compétences qu'on a pu rassembler, des expertises qu'on a pu rassembler. Ce qui est certain, c'est que l'eau, c'est un peu comme le racisme, c'est devenu un sujet difficile à traiter. Voilà. Moi, j'ai envie qu'on puisse traiter de tous les sujets. Et je suis tout à fait prêt à dire que je ne suis pas le plus compétent du monde. Par contre, je peux vous assurer que je me suis vraiment battu pour essayer d'être le moins incompétent. Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour cet exposé qui d'abord présente des solutions. Quand souvent les exposés sont souvent des présentations de constats. Et donc très intéressant et merci d'avoir travaillé là-dessus. J'avais une question par rapport aux entretiens que vous avez réalisés. Je voyais dans les noms beaucoup de noms de personnes qui travaillent dans des grandes entreprises, peut-être potentiellement des gens qui sont plutôt tournés vers les villes. Peu de noms d'agriculteurs ou de gens qui... Enfin, il me semble. Hein. Je me demandais dans quelle mesure vous avez exposé ces solutions justement au monde agricole.
pour leur demander comment, par exemple, ils entrevoyaient la possibilité de créer justement ces retenues d'eau, cette transformation du paysage, parce que quand on parle de retenue collinaire, on parle aussi de façonnage du paysage, et l'agroforesterie dans le cas de céder finalement des parcelles potentiellement cultivables pour un autre usage, donc finalement créant un déficit potentiellement de chiffre d'affaires. Alors, à l'écran, vous avez au moins 2 agriculteurs, et il y en a eu d'autres. Bernard, il est dans le Gers, Dominique est en Loire-Atlantique. Voilà. Il y en a eu d'autres qui ont été interviewés. En fait, le monde agricole, c'est très hétérogène. Donc, quel que soit le nombre d'agriculteurs que j'ai interrogés, ils ne seront jamais représentatifs. J'ai cherché à sonder un peu la réceptivité sur ces sujets et l'intelligence sur ces sujets. Et l'intelligence du monde agricole est, à mon avis, parmi les plus élevées sur les risques climatiques, sans surprise. Voilà. C'est aussi une population qui est particulièrement éprouvée par le côté centralisateur de la politique agricole commune, avec beaucoup de décisions perçues comme une solution pour tous qui tombe d'en haut et sur lesquelles il n'y a aucune réalité sur mon terrain. Tout ça pour dire que oui, on en a interrogé. Est-ce que ce qu'on propose fait l'unanimité ? Bon, la réponse est de toute façon non. On est en France, dans l'absolu. Ensuite, est-ce que la France et le français en général est tourné solution ? La réponse c'est non. En France, on aime critiquer, on n'aime pas proposer. C'est très culturel. Et de toute façon, l'erreur c'est l'autre et la faute c'est à l'autre. Donc voilà, je ne vais pas m'avancer plus. En revanche, sur les experts du sujet qui travaillent dans les coopératives, les techniciens qui sont au service dans les chambres d'agriculture ou dans les coopératives des agriculteurs, oui, il y avait un relatif consensus sur le fait que ça faisait partie des incontournables. Voilà. Maintenant, si vous êtes agriculteur céréalier dans la Beauce, ou si vous êtes polyculteur élevage en Vendée, ou si vous êtes vigneron en Bourgogne, voilà, ce sont des réalités tellement opposées ou différentes que agriculteur ne veut rien dire. Voilà. Moi, je profite d'avoir le micro pour te poser la même question que Jean-Luc, mais alors du côté entreprise et acteurs privés. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore, 5-10 ans, toutes ces questions, c'était pour faire beau sur des rapports RSE, mais que depuis, 2-3 ans, moi, ce que je vois, il y a une vraie prise de conscience et une vraie volonté d'agir. Est-ce que toi, tu as le même diagnostic là-dessus ? Je peux témoigner, alors vraiment sur le sujet de l'adaptation. En 2013, j'avais fait la première étude. Je m'étais auto-missionné sur la première étude sur l'adaptation au changement climatique. En 2013, c'était aride. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des gens qui comprenaient la question. En 2013. Voilà. Et à l'époque, la personne la plus compétente était un assureur. Je me souviens du monsieur d'AXA, qui était au taquet. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène dit de gonflement et rétractation des argiles qui fait que les maisons cassent et ça coûte très cher aux assureurs. Donc lui, il était au taquet en 2013. Sinon, pour le reste des acteurs économiques, ils confondaient atténuation et adaptation. Et j'ai fait un flop retentissant avec cette étude. J'ai dû l'arrêter parce que j'avais pas de matière. Voilà. Je confirme qu'en 2023, c'est plus du tout le sujet. C'est le nombre des entreprises qui ont accepté d'être interviewées en témoigne. Et je précise qu'elles étaient toutes actrices, et pas du tout pour faire joli dans un rapport, mais tout simplement pour dévulnérabiliser leurs actifs. Tout simplement, si vous êtes Vinci et que vous construisez, si vous n'intégrez pas l'adaptation au changement climatique, vous allez avoir des problèmes. Bouygues, c'est pareil. Si vous êtes investisseur et vous n'intégrez pas l'adaptation au changement climatique, vous ne faites pas votre métier.
Si vous êtes coopérative agricole et que vous n'intégrez pas le changement climatique, ben vous ne faites pas votre métier, etc., etc. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de sujet. On peut modéliser les conséquences du climat aux coordonnées GPS près. Donc, je dirais la bonne nouvelle, c'est que le monde privé, hein, monsieur, le monde privé s'est emparé du sujet. Est-ce que le monde public l'a fait? Je compte sur vous aussi. Voilà. J'aurais une question à vous poser par rapport aux végétaux à choisir. Parce qu'on a un certain nombre, par exemple, de céréales, d'arbres fruitiers. Est-ce qu'il ne faudrait pas également réfléchir à quelle espèce on est susceptible d'implanter compte tenu de ces variations climatiques? Prendre par exemple des végétaux plus adaptés à la chaleur, à la diminution de quantité d'eau absorbée et les implanter dans des zones qui ont tendance à avoir moins de réserves en eau. C'est peut-être aussi un moyen de répondre au changement climatique. Alors je vais répondre de deux manières différentes, enfin avec deux axes. Le premier axe, c'est oui pour les arbres. Pour les arbres, parce que ce sont des cycles longs et qu'en conséquence, on ne va pas pouvoir très facilement sélectionner les variétés adaptées. Donc, depuis déjà 10 ans, par exemple, l'ONF en France a tendance à planter des cèdres, là où ils plantaient des sapins Douglas ou des épicéas. Et attendant, enfin voilà, donc l'ONF a déjà basculé dans des cultives, dans des variétés, dans des espèces différentes. Sur les variétés à cycle court, en fait, on a beaucoup plus d'espoir, enfin j'ai beaucoup plus d'espoir dans tout ce qui est technologie de sélection variétale. On était à Vivatech, j'étais à Vivatech, le salon de la tech la semaine dernière, et j'ai rencontré une start-up qui va sélectionner les génétiques pour des plantes à cycle court en modélisant des climats beaucoup plus contraints. Ce que personne n'a jamais fait jusque-là. Et donc là, il y a beaucoup plus d'espoir, personnellement, dans travailler sur des variétés de blé ou des variétés d'orge, etc., présélectionnées pour être mieux résistantes au climat de demain, que faire un saut dans le vide sur voilà, le sorgho, le mil, etc. Je pense que pour les 40 prochaines années, on a largement de quoi faire en adaptant des variétés de blé ou d'orge avec ce procédé-là, qu'en faisant un saut dans le vide, en allant chercher les variétés trop lointaines. Voilà. Parce que par exemple, et pour donner un peu de poids à ce que je dis, voilà, on est tous témoins de la pluviométrie depuis quelques mois. Cette pluviométrie-là, je ne suis pas sûr qu'elle soit compatible avec le sorgho. Voilà. Donc on a un sujet qui est de s'organiser pour tenir compte des sols et du climat dans toute sa complexité, ce qui veut dire des années particulièrement pluvieuses. Et malheureusement, peut-être qu'après, on va rentrer à nouveau dans un tunnel qu'on a connu de 10 ans de sécheresse. Voilà. Et pour ça, voilà, je crois beaucoup dans nos variétés. Et le retour d'expérience qu'on a aujourd'hui sur le fait qu'il y a toujours dans une variété donnée de blé un potentiel infini d'adaptation génétique. Mais c'est très important. On est à moins d'1% des gènes exprimés. Donc 99% de la génétique du blé reste à exprimer. Et si on le contraint, même si c'est une sélection variétale, voilà, en fait, il y a un potentiel d'adaptation dans cette génétique qui est incroyable. Et c'est ça qu'il faut continuer à travailler. Et c'est un peu contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on a appris ou tout ce qu'on a entendu ces dernières années. Mais là, je prends ma casquette de biologiste avant d'être ingénieur. Il y a un potentiel d'adaptation génétique considérable dans les plantes qui est très largement sous-estimé, y compris sur les variétés très affaiblies de la génétique moderne. Voilà. Gibault, géographe. Est-ce que vous avez fait une revue de la littérature académique sur climatique, notamment dans notre discipline géographie et aménagement du territoire? Parce qu'on a des collègues, soit doctorants, soit enseignants-chercheurs, qui travaillent sur des thèses de doctorat ou publient des papiers de recherche sur des domaines qui sont très proches des vôtres. Oui, bah évidemment,
Mon métier, c'est d'être consultant, donc la base du conseil, c'est de commencer par ce qu'on appelle un benchmark, voilà, une analyse comparative. Et comme je suis un scientifique de formation, j'aime bien savoir ce qui s'est fait, quoi. Voilà. Donc je ne vais pas prétendre à l'exhaustivité, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le nombre de publications, c'est des centaines de milliers par an. En revanche, oui, j'ai lu beaucoup de littérature sur les sujets, dans ce qui était accessible, parce qu'il y a aussi des thèses qui sont confidentielles. Et, encore une fois, posture basse, je ne prétends pas à l'exhaustivité, mais la démarche a été faite.